Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de présentation et de réflexion issu du groupe de travail Intelligence émotionnelle du MFQ Rhône-Alpes, pour lequel nous avons tenu à donner un titre positif, donner de l'espoir pour l'avenir de nos organisations. Avant de démarrer, j'aimerais revenir sur la genèse de ce groupe. Le 17 mars, c'était le premier jour du confinement et nous avons pris la décision au sein du MFQ Rhône-Alpes de maintenir un lien virtuel avec nos adhérents. Nous avons donc lancé, dès la semaine suivante, les petits déjeuners du MFQ Rhône-Alpes, où nous avons laissé un temps de parole à chacun. Nous avons rapidement observé que la question de la gestion des émotions, la manière que chacun a de réagir face à la situation de confinement, prenait de plus en plus de place. Et que pour assurer la réussite de la reprise d'activité dans les entreprises, il était important de traiter ce sujet qu'est l'intelligence émotionnelle. Un groupe s'est donc constitué avec chacun nos expertises, mais une même volonté, travailler sur ce sujet et le partager avec vous. Alors, quels sont les membres de ce groupe de travail? Pourquoi ont-ils eu envie de s'investir? Comme j'ai la parole, je vais commencer, même si ce n'est pas très poli. Évidemment, en tant que délégué du MFQ Rhône-Alpes, ma mission, c'est de soutenir les actions qui peuvent aider nos adhérents. Mais ayant travaillé aussi en parallèle ces dernières années sur les comportements humains, les facteurs humains, notamment dans le cadre de crise, c'était naturel pour moi d'intégrer ce groupe. Je vais laisser maintenant Sandrine Adam se présenter. Ton micro, Sandrine. Bonjour, j'ai intégré le MFQ dans le cadre de ma formation au Master RSE jusqu'en septembre. J'ai une double compétence, l'éducation à l'environnement et au développement durable et le développement commercial de produits respectueux de l'environnement. Alors, j'ai rejoint le groupe de travail Intelligence émotionnelle parce que prendre soin de ces équipes, c'est permettre la spirale de l'efficacité, de la performance et de la sérénité. Merci Sandrine. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie Witt. Bonjour, je suis chargée de la qualité chez Semitag, la société de transport urbain de voyageurs de l'agglomération grenobloise. Et je suis également référente TMS Pro au sein de cette entreprise. Depuis quelque temps, je me rends bien compte que le facteur humain est un enjeu essentiel dans la réussite et même dans la production de la qualité. Et en ayant complété une formation récemment sur l'analyse ergonomique du travail, je me rends compte que cet élément humain est un élément indispensable et central. Ce qui m'a donné envie de venir dans ce groupe de travail, c'est de faire des allers-retours entre l'expérience terrain et la théorie et de pouvoir enrichir l'un avec l'autre. Merci Nathalie. Je vais laisser maintenant la parole à Philippe Barbaza. Oui, merci Audrey. Donc Philippe Barbaza, je suis consultant formateur en organisation, spécialiste des systèmes de management, qualité, sécurité et environnement. Depuis 2006, je développe mes activités d'accompagnement, de formation, d'audit de certification, avec l'utilisation d'un cadre de référence qui m'est cher, pour lequel je suis formé depuis longtemps, qui est l'analyse transactionnelle et la théorie organisationnelle de Berne. Eric Berne, qui a fondé l'analyse transactionnelle, a écrit un livre de référence sur la théorie organisationnelle de Berne, qui est une approche systémique, une approche et une lecture des fonctionnements des groupes, une lecture psychosociale du fonctionnement des groupes. Voilà. Et quand Audrey, qui a été formée, initiée à la TOB avec moi au début d'année, au sein du MFQRA, m'a proposé de rejoindre ce groupe, j'ai accepté avec plaisir, en apportant des réflexions autour de la question que nous dit cette théorie organisationnelle sur le fonctionnement des groupes pour apporter des réponses face aux besoins en ce moment des groupes, des personnes, des équipes, de leurs leaders. Voilà, j'espère contribuer de cette façon à ce groupe. Merci Philippe. Bruno Vialfond.
Bonjour à tous. Bruno Galfond. Donc moi, je suis responsable marketing en charge des communautés chez Visitive. Visitive, c'est un éditeur de logiciels qui accompagne les dirigeants d'entreprise sur tous les sujets de transformation et d'innovation. Et j'ai au sein de l'association France Qualité le titre de référent numérique au niveau national. J'ai rejoint ce groupe d'abord par curiosité intellectuelle, parce que je dois être honnête avec l'ensemble des participants. J'étais assez sceptique sur le sujet, car comme l'a expliqué Audrey, on a lancé ça en début de confinement et il me semblait que c'était pas le sujet prioritaire. J'avoue que j'ai su me laisser convaincre et plus le temps passe et plus je suis intimement convaincu que c'est un sujet d'importance et dont je suis fier d'être un ambassadeur aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno. Je vais laisser maintenant la parole à Pierre-Antoine Watrelot. Merci. Alors du coup, pour me présenter rapidement, donc je suis pilote de ligne de formation. J'ai fondé en 2011 une société qui s'est donné pour objectif de partager les enseignements de l'aéronautique en termes de facteurs humains, donc tout ce qui va être organisation du travail, ergonomie, prise en compte de l'équipe, du comportement humain et toutes ces choses-là. Et puis donc du coup depuis on a accompagné pas mal d'entreprises. Je suis également administrateur du mouvement français pour la qualité. Puis c'est un peu par ce biais-là que j'ai entendu parler de ce groupe que j'ai rejoint avec une idée en tête, c'était d'essayer d'apporter une petite pierre humaine, on va dire, pour essayer de filer un coup de main aux organisations dans cette future reprise. Voilà. Merci Pierre-Antoine. Je vais maintenant laisser la parole à Robert Sangy. Oui, bonjour à tous. Eh bien, pour me présenter, je suis membre du Mouvement français pour la qualité depuis 1991, ancien corporate vice-président qualité de STMicro. Je transmets depuis une retraite prise en 2015 mon expérience aux entreprises et je donne des cours des écoles de management à l'université et entre autres de la qualité que j'enseigne, je donne des cours aussi sur l'intelligence émotionnelle et c'est pour cette raison que je donne un petit peu support au niveau de ce groupe. Alors, l'intelligence émotionnelle, je voulais faire une petite introduction avant de vous en parler un peu plus en détail. Donc, face à une remise en cause de en quoi nous croyons, de nos valeurs, de nos modes de vie, de nos repères et de nos pensées, jusqu'au sens même de nos existences, nous sommes en plein milieu d'une tempête où nos angoisses, nos peurs, notre colère, notre incompréhension ont été confinées dans ce que j'appelle une incertitude tant sanitaire ou scientifique que temporelle. Nous sommes tous touchés, concernés en tant que personnes dans notre vie privée, mais aussi professionnelle au sein de nos organisations. Notre avenir personnel, professionnel est mis à mal, mais nous avons une capacité d'adaptabilité inhérente à notre intelligence humaine, à condition que nous arrivions à maîtriser nos émotions. Pour augmenter donc ces capacités d'adaptation, de résilience, d'épanouissement, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel, l'intelligence émotionnelle peut être une aide. Je ne peux pas traiter effectivement l'intelligence émotionnelle en quelques transparents, c'est ce que j'ai l'habitude de traiter, mais je vais vous donner quelques fondamentaux. Transparent suivant, merci Audrey. Tout d'abord, qu'est-ce que l'émotion? Alors, comme je l'indique dans le cadre de mon transparent, il s'agit d'un trouble de l'esprit, d'un sentiment provoqué par un événement extérieur que l'on ne maîtrise pas. Nous sommes bien évidemment tous des organismes dits vivants, dynamiques, dans lesquels nous gérons un équilibre entre notre raison et nos émotions. Et dès qu'apparaît un événement, une pression, un souci, une anxiété, une information est transmise à une glande de notre cerveau qui s'appelle le thalamus, puis vers une autre glande qui s'appelle l'amygdale, où siège le centre cérébral de nos émotions, qui retransmet à son tour au cortex, centre de raison, un état émotionnel que j'ai mis sur le transparent, le stress. Un événement peut-être plus heureux, tel que le désir, une envie, provoque des émotions telles que le plaisir ou l'amour. Mais dès qu'arrive un changement tel que l'on vit aujourd'hui, ce coronavirus, il provoque des émotions telles que la surprise, la colère, la peur, voire même le déni. Alors, comment redonner un impact positif à tous ces sentiments, à la fois de les gérer, tel est l'enjeu de l'intelligence émotionnelle.
Alors, que veut dire intelligence émotionnelle? Alors, par définition, c'est une compétence nécessaire pour une adaptation réussie à des événements émotionnels que je viens de vous présenter dans le transparent précédent. C'est le développement d'une capacité ou d'une habileté à sentir avec tous ses sens et à exprimer par la parole ses propres sentiments pour faciliter la pensée, à comprendre, à raisonner, afin de ne pas garder cette émotion au fond de soi. Pour ce faire, il y a 5 axes principaux de travail. En fait, il y en a 18 qu'offre cette intelligence émotionnelle. L'éveil de la conscience de soi-même, qui sommes-nous et quelle est notre envie et notre motivation est l'axe premier. Le deuxième axe, c'est la maîtrise de son émotion immédiate. Vous vous rappelez des petites glandes dont je parlais tout à l'heure. C'est une émotion qui passe d'une glande à une autre et qui devrait arriver à la glande principale du cortex de la raison. En fait, lors d'une émotion, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe qu'entre une glande amygdale et thalamus, l'information arrive et provoque tout ce désordre. L'exemple classique que je donne, c'est ce mail que l'on souhaiterait envoyer à son collègue de travail en réaction d'un agacement. Alors, l'intelligence émotionnelle nous apprend à gérer cette réaction. Et plutôt que de l'envoyer, propose de l'écrire dans un premier temps sur un petit bout de papier ou sur notre ordinateur, puis de laisser passer une nuit. Et l'on voit que ce mail sera peut-être soit oublié, ou bien il se transformera par une prise de contact direct avec ce collègue. Le troisième axe, c'est l'auto-évaluation de son état. C'est une prise de température de son état. On regarde avec le baromètre ou un thermomètre comment on va. Le quatrième axe, c'est l'empathie, dans le sens d'une bienveillance envers les autres, nous permettant ainsi de nous mettre dans les chaussures de l'autre et de ne pas rester sur nos idées et camper sur ce que l'on pense, mais s'ouvrir aux autres. Et enfin, la réaction avec les autres. Nous sommes, vous vous rappelez, des organismes vivants et humains. Ne l'oublions jamais. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est ce petit schéma que je mets au fond de ma slide, en bas de ma slide. C'est le maître mot, c'est il s'agit donc de réconcilier la raison et le cœur, et l'émotion et effectivement la raison du cerveau. Transparent suivant, je passe la parole à Pierre-Antoine. Et donc, nous nous sommes regroupés et nous avons créé ce groupe de travail avec une intention assez simple de l'open source, du participatif. C'est-à-dire que on apporte nos pierres et puis on se rend bien compte évidemment qu'on ne les a pas toutes. Et donc voilà, on compte sur l'ensemble des gens qui seront intéressés par ce projet pour partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques, et puis peut-être aussi également leurs écueils, autour principalement de 3 axes. Donc, les humains, encore une fois, comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, de ses collègues, l'organisation et notre futur, avec cette intime conviction que l'on peut faire mieux, et faire mieux, encore une fois, pour nous tous. On souhaite tous vivre et travailler et interagir avec des équipes qui soient cohérentes, correctement construites, au sein d'environnements qui soient pérennes, aussi bien en termes d'écologie, de QVT, de tout ce que vous voulez. Et pour cela, on a cette intime conviction qu'il faut changer quelques ingrédients dans nos organisations, notamment, encore une fois, la façon dont on prend en compte ces humains et leur comportement, leurs émotions. Slide suivante, merci. Et donc voilà, ce que nous proposons, nous vous proposons de partager ensemble de nouvelles visions, de nouvelles outils, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, et puis de les diffuser régulièrement, de se retrouver autour de ce que l'on a appelé des bulletins, et puis ensuite d'avancer pas à pas ensemble. Voilà. Merci. Je vais maintenant redonner la parole à Robert Sangy. Oui, donc nous avons décidé, comme le disait Pierre-Antoine, en courant de travers de formes de bulletins, qui se composerait ainsi une trame donnant synthétiquement pour chaque phase une grille de lecture pour nous amener à réfléchir en utilisant les axes que je vous ai décrits sur l'intelligence émotionnelle, proposer des exemples pratiques et pragmatiques afin que vous puissiez les exporter dans vos entreprises, dans vos organisations,
et de réussir concrètement ces bonnes pratiques afin de retrouver un espoir. Je pense que le maître mot, c'est restons positifs avant tout et regardons devant nous. Et l'espoir est important et il arrivera. Slide suivante. Alors, notre schéma de travail se présente donc en 3 phases que l'on décrit d'une façon synthétiquement sur ce transparent. Première phase dite de confinement et celle dans laquelle nous vivons actuellement, qui révèle nos états d'émotion listés dans les blocs, surprise, déni, et ainsi de suite. Elles expriment nos émotions pour transformer ces états en points positifs. Nous devons penser à la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à la bouteille à moitié vide. Et nos initiatives sont là effectivement pour nous guider. La seconde phase dans laquelle nous commençons progressivement à rentrer actuellement, en adressant tous nos sentiments, nos questions, nos propositions, mais avec maîtrise de nos émotions sur les thèmes qui nous permettront de reprendre confiance et de progresser avec un état d'esprit dit positif. Et enfin, la phase ultime, la troisième phase, celle laquelle tout le monde souhaite, et elle est effectivement en vert, c'est celle de perspective dans laquelle on peut se projeter et qui est indispensable à tout être vivant. Sachant que notre vie ne ressemblera pas à celle d'avant, bien évidemment, mais c'est une mutation de notre société et de nos organisations qui vont s'enclencher dans l'espérance de retrouver effectivement une vie un peu plus normale. Je passe la parole à Nathalie. Pour avancer dans la réflexion, nous avons observé ce qui se passait depuis le début du confinement et en l'occurrence essayé de catégoriser des groupes de travail, des groupes d'humains qui se sont retrouvés du jour au lendemain dissociés, alors que tous ces humains étaient ensemble dans une activité de travail avec des interactions quotidiennes directes et de proximité. Se sont retrouvés d'une part un certain nombre d'entre eux en situation de travail dans des conditions très particulières avec des contraintes inhabituelles, ceux qui étaient directement sur le terrain et avec aussi dans le ventre la peur de contaminer au retour de travail des personnes de leur entourage. On a une deuxième catégorie de personnes qui se sont retrouvées aussi du jour au lendemain, confinées chez eux et en situation de travail. Pour certains, sur des situations de travail connues, de télétravail historiquement connues, et pour d'autres, se sont retrouvés à réaliser du télétravail dans des conditions inédites, avec autour d'eux aussi d'autres membres de la famille et des environnements très particuliers aussi liés donc à cette situation. Et une troisième catégorie de personnes qui se sont retrouvées éloignées du travail, en chômage partiel, en des congés quelquefois non prévus ou des arrêts maladie pour garde d'enfants, entre autres, sans compter les personnes fragiles qui ont des maladies qui les empêchent d'aller en contact effectivement à l'extérieur sur cette période-là. Donc, 3 catégories de personnes et 3 types de préoccupations particulières. Et là-dedans, et là, avec ça, la direction qui reste naturellement au centre de la préoccupation et dont la préoccupation principale est la survie de son entreprise. On a essayé à partir de ces 3 catégories de personnes, de voir les grands types de mise en place volontaire de dispositifs qui peuvent pallier à cette situation un peu particulière. Donc, dans les 3 périodes, confinement, déconfinement et après-confinement, mettre en place un certain nombre de choses qui permettent que l'activité continue, que la reprise puisse se faire dans les meilleures conditions et accompagner ce retour de confinement et cette nouvelle vie avec un certain nombre de dispositifs qui relient de nouveau ces 3 catégories de personnel pour une activité future dans les meilleures conditions. Merci. Je vais laisser la parole à Philippe Barbazan. Oui, merci.
Alors, on a voulu se faire l'écho de pratiques très concrètes remontées du terrain, nos observations. Donc, on compte sur vous pour nous faire remonter vos pratiques, ce dont vous êtes fiers en ce moment, et puis vos questions éventuelles. Donc, on a pensé à deux niveaux, un niveau de direction, responsable d'équipe, et un niveau individuel, donc les membres des équipes, partant du fait que, je disais tout à l'heure que nous dit la théorie en analyse transactionnelle, Eric Berne nous dit que tout être humain sur la Terre a trois besoins psychiques et psychologiques fondamentaux, essentiels, vitaux. Un besoin de structure, structurer son temps, structurer le cadre de nos relations, etc. Un besoin de stimulation, stimulation intellectuelle, psychologique, et puis un besoin de reconnaissance pour répondre à la question qui me rend toujours, quelle place j'ai dans l'équipe par rapport aux autres, dans la tête de mon chef, par exemple. Voilà. Partons de là, pour une direction, eh bien, il est important de prendre soin de ses équipes en maintenant le lien auprès des personnels qui sont parfois éloignés, comme l'expliquait Nathalie, de prendre des nouvelles, recueillir les ressentis, être à l'écoute des besoins de ces personnels-là, et leur donner l'occasion d'exprimer ses ressentis, ses besoins, donner des informations aussi qui contribuent à sécuriser les personnes, présenter aussi l'état des perspectives. Voilà. Et puis au niveau individuel, Nathalie a proposé un guide, un support à une réflexion individuelle autour des thèmes qui sont ce que j'ai perdu. Et ce que j'ai perdu, je peux y réfléchir et je souhaite une reconnaissance de ça, de ce que j'ai perdu. Ce qui n'a pas changé, c'est structurant, ça sécurise. Et puis les points positifs et les gains, et ça peut être de nouvelles stimulations pour le futur. Merci Audrey. Sur les pratiques remontées du terrain, on souhaite aussi dans ces divers bulletins faire remonter des pratiques, citer quelques éléments intéressants, utiles, faire du benchmark aussi. Et donc vous allez profiter au fur et à mesure des expériences qu'on aura pu identifier. La première, c'est déjà au sein du MFQ-RA, merci Audrey, d'avoir généré ces petits déjeuners tous les mardis, qui a commencé déjà le 24 mars et qui se poursuit encore et qui se poursuivra encore pendant un moment, où des échanges ont été favorisés autour de réussite et puis autour de cailloux dans la chaussure, et on partage ces expériences-là pour s'entraider mutuellement et se soutenir. Et puis c'est de là que sont nés les groupes de réflexion, dont le nôtre. Voilà. Donc, pratique intéressante. Une autre pratique aussi que j'ai relevée chez un de mes clients que j'accompagne, une TPE d'une douzaine de personnes qui sont fabricants de cuves, donc entreprise industrielle. 3 à 5 personnes travaillent dans l'entreprise, les autres sont en chômage partiel et le dirigeant est 1 jour sur 2 sur l'entreprise et donc en télétravail 1 jour sur 2. Tous les lundis précédemment, une réunion a existé avec quelques personnes clés autour des chiffres et objectifs de la semaine. Et depuis le confinement, le dirigeant organise tous les lundis une réunion en visio avec tout le personnel. Donc tous sont connectés, ils sont tous présents tous les lundis et les échanges sont différents. Et j'ai pu voir, moi de l'extérieur, que ça pouvait être des échanges avec beaucoup plus d'humanité, en commençant par entre eux, se donner des nouvelles, comment allez-vous, comment s'est passé ton week-end, et des échanges qui remettent le groupe en cohésion. Et puis, pour poursuivre l'activité ensuite et informer sur l'évolution de l'entreprise, échanger des idées nouvelles sur l'organisation, les produits, mettre en place des idées nouvelles pour aujourd'hui, pour demain, pour préparer les améliorations, etc. Voilà, donc j'ai pu voir là une forme de réunion beaucoup plus humaine que les réunions précédentes, physiques certes, mais autour simplement d'objectifs et de chiffres. Merci, je vais laisser la parole à Bruno maintenant. Alors, autre exemple de bonne pratique observée, et Philippe l'a rappelé, besoin de structure au sein des entreprises. Et là, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui a voulu structurer la journée en disant maintenant que mes collaborateurs sont en télétravail, ils n'ont pas forcément ces habitudes-là, mais on va essayer de donner des repères pour qu'ils comprennent quelque part et pour qu'on leur indique en toute bienveillance
quand est-ce que commence la journée et quand est-ce qu'elle se termine. Alors, tous les matins, le DG envoie un message. Alors, il est matinal, donc il l'envoie à 6h30 du matin. Et en fait, ce message-là marque le démarrage de la journée. Et puis, en fin de journée, là aussi, dans l'idée de rythmer, de cadencer, on a un clin d'œil de la communication qui est envoyé. Alors c'est plutôt humoristique. Et ça a été complété par une web série qui s'appelle Ma vie de patron en confinement, où à intervalles réguliers, il se filme et se raconte tel qu'il vit la situation. Donc ça a une forme d'humanité très très forte. On le voit des fois péter des plombs. Donc c'est assez intéressant. Et puis, autre point, pour autre exemple d'une entreprise sur lequel les salariés ne sont pas forcément équipés d'une adresse mail parce qu'ils sont sur des lignes. Et on leur a proposé de leur envoyer à intervalles réguliers, le mercredi et le vendredi, donc cadencer ceci, une newsletter sur leur adresse pro quand ils en avaient, ou perso pour ceux qui le souhaitent. Et ce qui est assez intéressant dans la démarche, c'est que quasiment 100% de ceux qui n'avaient pas d'adresse mail professionnelle ont accepté, pour un temps donné, de communiquer leur adresse perso. Donc ça, c'est pour tout ce qui est rituel, exemple de bonne pratique. Mais il y a aussi des actions qui sont menées, cette fois-ci pour avancer, pour commencer à préparer l'après. Première chose intéressante, c'est la mise en place de groupes transverses sur l'innovation. Effectivement, dans ces périodes de confinement et d'éloignement, non seulement on n'a plus accès facilement à ces collègues que l'on voyait habituellement, mais on s'éloigne des cercles assez éloignés qui sont plus loin dans l'organisation. Là, l'idée, c'était au contraire de favoriser des échanges avec des personnes qu'on voyait moins. Et puis, les rituels, c'est aussi le rituel de la machine à café. On a l'habitude de prendre quelques minutes tous les matins pour se raconter notre soirée, comment se sont passés avec les enfants. Mais là, ce rituel est rejoué autour d'une réunion café en live. Et donc, le sujet, c'est pas la vie de l'entreprise, c'est le plaisir de parler, c'est le plaisir d'échanger entre collègues sur ce qui fait la vie en dehors du monde professionnel. Alors, d'autres, très, très rapidement, que je ne vais pas forcément détailler, c'était le challenge photo. Et là aussi, pour essayer de travailler on revient sur le slide entreprise du futur, Audrey, voilà. Autre idée, c'est d'essayer de mesurer un peu le moral. Alors, avec Entreprise du Futur, qui est un partenaire historique, pour lequel la MFQ est un partenaire historique, eh bien, il y a un indicateur, un baromètre qui est envoyé, qui est créé auprès des dirigeants et qui permet là aussi de mesurer un peu l'état d'esprit, les difficultés, les points positifs dans lesquels se trouvent les entreprises. Donc là, on voyait que la semaine dernière, il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient passées en chômage partiel. Dans le bulletin qui arrive, ou la semaine prochaine, on devrait commencer à avoir des indicateurs sur comment ils envisagent la reprise. Et ce travail qui a été fait dans le cadre d'Entreprise du Futur, et je laisserai la parole à Audrey, a été fait également du côté du MFQ Bourgogne-Franche-Comté, où on a interrogé les adhérents pour savoir comment ils vivaient cette situation de confinement. Merci Bruno. En effet, au niveau du MFQ Auvergne-Rhône-Alpes et MFQ Bourgogne-Franche-Comté, on a mis en place un baromètre régional qui est remis à jour en continu. L'avantage de ce baromètre, c'est qu'il permet aussi d'avoir une photographie de l'impact économique de cette crise sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça permet également de comparer avec d'autres régions et on voit que toutes les régions n'ont pas forcément été logées à la même enseigne. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet également de filtrer par période pour voir un peu l'évolution entre le début du confinement et maintenant, comment les choses évoluent. Alors, pour conclure cette séance, je vais laisser la parole maintenant à Léa Sarret et Dominique Dess.
Merci beaucoup Audrey. Du coup, pour ma part, donc déjà bonjour à tous. Moi, je suis Léa Sarré, donc responsable qualité sécurité environnement junior, diplômée depuis peu. J'ai intégré le mouvement français de la qualité il y a quelques mois via le groupement qui a été créé des nouvelles générations. Et puis, pour parler un peu de ce groupe de travail, il y a deux raisons qui m'y ont poussée. La première, c'était qu'effectivement, moi, je suis depuis plusieurs années convaincue, entre guillemets, des pouvoirs de l'intelligence émotionnelle pour surmonter toutes les situations de manière très constructive. Et du coup, la deuxième raison aussi pour laquelle j'ai intégré ce groupe de travail, c'est de pouvoir partager ces bonnes pratiques et en tout cas les bienfaits de l'intelligence émotionnelle à tout le monde. Maintenant, suite à ce webinaire, j'avais un petit peu deux réflexions. Donc, la première, ça serait plutôt quelles vont être les limites de la mise en application de l'intelligence émotionnelle dans un contexte post-Covid, donc très stressant. Voilà, ça c'est une question que je me pose. Et je vais conclure avec ma deuxième réflexion qui est plutôt un constat. Je trouve que via ce groupe de travail, on fait de l'intelligence émotionnelle finalement collective parce que de par nos réflexions, on conscientise aussi nos émotions et on partage ça du coup à l'ensemble des adhérents et des personnes qui le souhaitent. Et du coup, je vous remercie vraiment pour ça. Voilà pour ma part. Merci. Je vais laisser maintenant Dominique. Bonjour, Dominique Dess. Alors, moi, je suis ingénieur INSA de formation et après 13 ans dans l'industrie électronique, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans la fonction publique. Et dans le cadre des ingénieurs, je prône au quotidien les démarches humanistes et particulièrement l'ingénieur humaniste. Alors, lorsque le MFQ Rhône-Alpes a parlé de ce groupe autour de l'intelligence émotionnelle, j'ai voulu le rejoindre pour apporter ma pierre à l'édifice du bien-être et du bonheur au travail. Parce qu'en fait, la peur, la joie, la colère et la tristesse sont les émotions qui sont bien connues, mais comment les reconnaître, les comprendre et les maîtriser? Eh bien, c'est là que l'intelligence émotionnelle nous aide et c'est à ça que je souhaite participer. Merci à tous. Je vous remercie pour vos participations, pour déjà ces premiers échanges. On espère que ça vous a plu et on vous retrouvera très bientôt pour le bulletin numéro 2. Merci.